Durant 10 jours, nous avons eu accès à la première, et peut-être unique, bêta fermée sur Blood Bowl 3. Les attentes sont assez importantes du côté des joueurs, encore plus depuis quelques mois et la sortie de la nouvelle saison du jeu plateau, accompagnée de son lot de nouvelles règles. Je vais essayer de vous faire partager mon expérience sur cette bêta, en vous présentant l'interface et les menus, l'interface en match, et en vous donnant mes impressions à l'heure de dresser le premier bilan. Je conclurai cette vidéo en vous parlant des prochaines échéances et de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Mais avant tout, bonjour à toutes et à tous, je suis Galantil, vieux joueur de Blood Bowl, tout jeune streamer, et ceci est ma première vidéo différente d'une simple VOD de live sur Twitch. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire, et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant lorsque d'autres vidéos sortiront. Je stream régulièrement sur Twitch, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma chaîne, ou à me retrouver sur le Discord de la Chouine. Parce que d'une c'est bon pour mon ego, et de deux parce qu'un jour les adeptes de la Chouine domineront le monde, mais bon, pas demain, faut pas déconner, il y a reprise des tournois de Blood Bowl. Évidemment, tous les liens sont en description de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, essayons de contextualiser. Il s'agit d'une bêta, et c'est important de bien l'avoir en tête avant de regarder cette vidéo. Sur bien des aspects, on aurait même pu parler d'une alpha. Je trouve qu'il est important également de souligner en préambule que malgré beaucoup de bugs et de soucis d'utilisation, ce qui est normal pour une bêta, l'équipe de développement a été très réactive puisqu'ils ont déjà appliqué 2 patchs lors de la première semaine. Cela laisse présager du bon pour l'avenir, puisqu'ils semblent à l'écoute des premiers retours et font preuve d'une réactivité qui crédibilise ce projet. Ceci étant dit, assez de blabla, commençons par nous intéresser à l'interface. Première nouveauté, la connexion au jeu via un compte Blood Bowl 3. À voir ce que cela apporte, mais si on veut être optimiste, on peut imaginer que cela est mis en place, entre autres, pour faciliter le jeu cross-platform. On veut y croire. Puis la première chose qui saute aux yeux lorsqu'on lance le jeu est le parti pris graphique, qui tranche complètement avec celui de Blood Bowl 2. On est sur une interface très colorée, très vive, très dynamique, qui rappelle d'une le livre de règles de la saison 2 du jeu de plateau, et de deux les journaux sportifs américains. Pour ma part, c'est une interface que j'apprécie, je la trouve claire, agréable à l'utilisation et très vivante. On trouve 3 onglets, plus le menu social. L'accueil, jouer et les équipes. En bas à droite, vous voyez également un accès rapide aux notifications et aux options. L'accueil nous permet d'accéder aux informations communiquées par l'équipe de jeu, et surtout à des accès à la création d'une nouvelle équipe ou au lancement d'un match rapide. À l'heure actuelle, c'est la seule manière de jouer en ligne, et gageons qu'à l'avenir, ce raccourci permettra de rejoindre ce qui est aujourd'hui la CCL, la Ligue Open saisonnière de Blood Bowl 2. L'onglet Jouer nous permet à ce jour de jouer en amical. Cela sera sans doute par ce biais que nous pourrons créer, gérer, rejoindre les ligues privées à l'avenir. Pour le moment, il n'est possible de jouer en amical que face à l'IA, dont le niveau de jeu est catastrophique. Nous ne nous attarderons pas dessus aujourd'hui. Ou en local, c'est-à-dire avec les 2 équipes gérées par nous, ou nous et un ami. Cela nous permettra de jouer en hot seat, à 2 sur le même PC ou sur la même console. Et le 3e onglet permet, comme son nom l'indique, de gérer ses équipes. Pour ma part, de ce que j'en vois, je trouve cette page beaucoup plus pratique et lisible que ce qui se fait aujourd'hui sur Blood Bowl 2. Les 2 jeux ont été pensés pour la console, et ce nouvel opus le fait beaucoup mieux que le précédent, avec des pages plus lisibles, là où aujourd'hui il faut faire défiler ces équipes une par une. Le tri permet de voir quelles équipes sont disponibles ou engagées en compétition. De plus, nous avons un outil de recherche, soit par mots-clés, soit par race, et de tri par nom d'équipe, date de création ou valeur d'équipe. Bref, gros plus pour Blood Bowl 3 sur ce point, et sur l'interface en général je trouve. Le dernier onglet, celui de votre compte finalement, vous donne 2 accès rapides. Le premier vous permet d'avoir un aperçu des équipes que vous avez créées. Le second vous permet de gérer votre liste d'amis. On pourrait penser que le premier sous-onglet avec la liste d'équipes est redondant avec notre page d'équipe, mais il faut le voir comme la vitrine qu'un autre joueur verra en tombant sur votre profil. Par exemple, si je clique sur le profil de Bigadin, qui n'a toujours pas accepté ma demande d'amis d'ailleurs, bravo, c'est star, je vois la liste de ses équipes. Équipes que je peux aller voir en détail. Je vois d'ailleurs qu'il n'y en a qu'une des 4 qui est engagée en compétition, en Quick Match Online. Mais il m'est impossible de voir les résultats qu'il a déjà eu, ou simplement son historique de match. On peut imaginer que nous pourrons défier des amis pour des matchs amicaux par la suite, voire rejoindre en tant que spectateur leur match en cours. Mais passons maintenant à la création d'une équipe. Là encore, je trouve cette version beaucoup plus agréable et lisible que ne l'est l'actuelle. On a la liste des équipes sur la gauche, uniquement les 3 dispo sur la bêta aujourd'hui, avec un accès rapide à la souris bien moins lourd que le défilement sur Blood Bowl 2. Pour chaque équipe, vous retrouverez la maîtrise requise, que l'on peut imaginer être une sorte de difficulté selon le potentiel de l'équipe. Dans le livre de règles, les équipes sont scindées en tiers, on peut supposer qu'on se rapproche de ça. Et dans les détails, une petite description rapide et assez sympa à lire, puis les forces et les faiblesses.
Créer une équipe est assez simple, même si pas mal de choses sont peu intuitives ou pratiques actuellement, comme nous le verrons. Un nom d'équipe à rentrer, ça chouine, sur YouTube, et vous pourrez choisir de créer votre équipe manuellement ou ce qu'ils ont appelé de manière équilibrée, automatiquement. J'ai testé rapidement et l'équipe créée était cohérente. C'est un bon moyen si on veut rapidement aller dans le vif du sujet et s'essayer en match sans se prendre la tête avec la création de son équipe. Manuellement, cela ressemble à ça. Vous retrouvez en haut à droite votre trésorerie disponible et la valeur de votre équipe. On retrouve ensuite les différents joueurs disponibles par poste avec leurs limitations en nombre et leur coût d'achat unitaire. Ici les orques noirs, les cogneurs de ligne gobelins et le troll. En bas de page, une cartouche concernant l'encadrement avec l'apothicaire, les cheerleaders, les coachs assistants, les fans dévoués et les relances. Ici encore rien de bien compliqué puisqu'il suffit de cliquer sur un joueur pour avoir un aperçu et le recruter. On retrouve son profil complet avec ses caractéristiques, ses compétences ciné, ici bagarreur et projection, avec systématiquement une explication en bas à droite de ce que fait la compétence. D'ailleurs sur cette même page, vous retrouvez les compétences accessibles en primaire et secondaire par votre futur joueur, ce qui impactera le coût d'achat de ces compétences une fois qu'il aura acquis de l'expérience. On voit que notre orque noir a ici accès en primaire aux compétences générales et de force, et en secondaire à l'agilité et à la passe, et qu'il n'a évidemment pas accès aux mutations. On voit également le coût d'achat des augmentations de caractéristiques qui se fait un peu de manière spécifique. Il est donc l'heure de le recruter. Une fois ceci validé, vos joueurs apparaîtront dans votre panier. Là pour le coup, pour faire une équipe rapidement, c'était plus pratique sur Blood Bowl 2, puisqu'il suffisait de cliquer sur un petit plus sur les positions pour les ajouter au roster. Là où pour cette version, vous allez, en tout cas sur la bêta, devoir cliquer sur chaque joueur, puis le recruter depuis son profil. Nous recrutons donc notre équipe au complet, ce qui nous coûte tout pile 1 million de pièces d'or. Je confirme et l'on voit en haut à droite que ma trésorerie est passée à 0 et ma valeur d'équipe à 1 million. On retrouve alors dans l'onglet joueurs le roster complet. Cette feuille d'équipe est plutôt lisible, au détail près qu'il n'apparaît nulle part le poste du joueur. On peut le déduire à ses caractéristiques et compétences certes, mais c'est quand même étonnant. Il est évidemment possible de se rendre sur la page de chaque joueur où vous retrouverez ces informations détaillées. L'onglet élimination encaissée, oui la traduction est horrible, et listera les blessures impactantes qu'il aura subies et qui lui appliqueront des malus à l'avenir. Au passage, j'adore les représentations des joueurs. Les modèles sont magnifiques, et vous allez voir tout de suite qu'il est en plus possible de grandement personnaliser votre équipe. Et ça, c'est vraiment top. Sur le joueur, vous avez donc un onglet personnalisation qui vous permettra de changer différentes parties du joueur. Actuellement, il n'y a que les modèles par défaut, et la liste laisse présager du choix. Peut-être va-t-on pouvoir changer l'aspect au fur et à mesure de la progression en expérience, un peu à l'image de ce qui se faisait sur Blood Bowl 1, où le visuel évoluait avec les niveaux acquis. Et il est possible de changer le nom. Alors, dans la personnalisation des joueurs, il y a du bon et du moins bon. Actuellement, il est impossible de changer le visuel ou le nom de son joueur à l'achat. Il faut obligatoirement valider ses achats, retourner dans notre liste d'équipe et venir joueur par joueur les modifier. Je trouve ça particulièrement pénible si l'on aime changer les noms, cela alourdit énormément le process. Par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'on aura peut-être envie de changer des pièces d'armure plus tard, voire de donner des surnoms à ces joueurs. Admettons que mon gobelin, que j'aurais appelé Tyler Durden, en hommage à mon premier abonné Switch, acquiert la compétence joueur vicieux. J'aurais peut-être envie de le renommer Dirty Durden, ou Tyler Dirty Durden, comme ceci. Ça c'est maintenant faisable. Alors non, ça ne change pas le gameplay, mais c'est des petits plus qui me font aimer la direction que prend Blood Bowl 3. Ça est le prochain changement que je vais vous montrer. Belle transition, hein. La personnalisation de mon équipe. Et là, j'adore. Finirons par le meilleur, le maillot blason. Avant ça, il est donc possible, comme vous le voyez, de changer la devise, le stade, le coach, le cheerleader et donc le maillot blason. La devise, pour commencer. Abonnez-vous. Si déjà vous êtes là, je vous laisse 3 secondes, le temps que le message subliminal passe. Voilà. Le stade donc, pour le moment, il y en a 3. Et nous verrons en jeu que ce choix peut être important tant la lecture du jeu est horrible pour le premier, malheureusement. Le coach. Pour le moment, vous devez choisir une des 3 stars emblématiques des races jouables. J'espère que nous pourrons en avoir d'autres qui ne seront pas des stars, voire pouvoir personnaliser son propre coach. Les cheerleaders. Là encore, une pour chaque race pour le moment, mais vous pouvez très bien avoir des cheerleaders elfes et un coach impérial dans votre équipe. Et pour finir, le meilleur, l'équipement. Pour l'emblème, ça reste assez standard. On regrette qu'au clavier souris, la navigation des pages, et il y en a 8, et il y en aura encore plus lorsque les équipes suivantes sortiront, on imagine, soit compliquée par l'absence de touches, page suivante, page précédente.
touche qu'on trouve avec l'utilisation à la manette. On va donc pouvoir choisir le logo de l'équipe qui va se mettre à jour sur la bannière, mais évidemment également sur le joueur. Puis là, pour le motif, c'est vraiment cool. Tout d'abord, il est possible de choisir le motif de son maillot, et de son emblème du coup. Vous avez de la couleur unie au chevron, en passant par les damiers, ou des dessins ou motifs tels que la lune gobelin par exemple. À l'heure actuelle, 29 motifs différents sont disponibles. Prenons ici des rayures diagonales. Vous avez ensuite accès à la palette des couleurs. On retrouve 68 teintes issues de la gamme Citadel de Games Workshop. Et le clin d'œil fera sourire les peintres. Et là, il est possible de définir 3 couleurs. La principale, secondaire et tertiaire. La première correspond majoritairement aux différentes pièces d'armure de l'équipement. La seconde, plutôt aux vêtements. Et la troisième a des éléments d'équipement supplémentaires. Ici, le gant en cuir de la main gauche. Sur le gobelin qu'on verra juste après, c'est son t-shirt, etc. On va vraiment pouvoir s'amuser à avoir des équipes personnalisées complètement. Et ça, j'adore. Vous voyez, je me répète. Mettons par exemple du Troll Slayer en couleur principale, du Night Lord's Blue en secondaire, et pour finir par un Doom Bull Brown en tertiaire. Et le petit truc en plus, c'est que je vois déjà ça comme un outil vraiment sympa pour visualiser des schémas de couleurs avant de peindre ses figurines. Et je vous ai dit que j'adorais. On voit bien le rendu sur les 3 joueurs de l'équipe. L'orque noir, le gobelin, et évidemment le troll. Qui d'ailleurs est vraiment très réussi je trouve. Si on retourne sur la liste d'équipe, on voit évidemment que les couleurs et logos sont appliqués à chaque joueur que l'on pourra, on le rappelle, personnaliser ensuite individuellement. Bon, je crois qu'on a fait un tour assez complet de l'interface et des menus. Et si on passait maintenant à ce qui nous intéresse tous, le jeu en lui-même, les matchs. Nous allons ici jouer en amical en local. On peut donc choisir les équipes que l'on vient de créer, ou des prédéfinis. On retrouve pour chacune des 3 races plus ou moins la même chose, à savoir une équipe neuve à environ 1 million de TV et des équipes plus expérimentées allant jusqu'à 1,6 million pour les Helfheim Eagles. Nous allons prendre des équipes avec un petit écart de TV pour que l'on puisse obtenir des prières de Nuffle. Cela sera donc un affrontement entre les Haverlands Heroes qui sont ici et les Thunder Valley Greenskins. Les paramètres du match permettent ensuite de choisir la durée du chrono. On retrouve donc les options compétitives, strict 1, 2, 3, 4 et illimité. Compétitive correspond à ce qui est utilisé actuellement pour les quick match, et qui sera sans aucun doute le format utilisé pour la ligue officielle du jeu. Il s'agit de 2 minutes par tour, plus une réserve de temps globale de 7 minutes 30 par joueur. On peut penser qu'on est mieux qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est à 2 minutes par tour, mais il faut savoir que dans cette version, le chrono ne s'arrête pas pour les animations et lors des choix de dés, de compétences, etc. Donc les 2 minutes deviennent vraiment très rapides. Les autres choix sont stricts 1 à 4 minutes, c'est-à-dire ce qui se fait aujourd'hui sur Blood Bowl 2, vous avez un chrono par tour, lorsqu'il arrive à 0, votre tour se termine, et pour finir, du temps illimité, ce que nous allons choisir pour ce match. Et nous sommes donc prêts à lancer le match. Jim Johnson and Bob Bifford here. Directement, nous avons le résultat du jet de climat. Ici, le temps est idéal, et donc aucun bonus ou malus pour ce match pour le moment. Et nous retrouvons sur la page de choix des coups de pouce. Les achats se font simultanément, donc acheter ne permet pas d'augmenter la réserve de trésorerie adverse. On voit ici que les orques noirs ont 100 000 pièces d'or à dépenser. Je ne vais pas vous faire le détail de chaque coup de pouce, mais nous retrouvons actuellement les 7 choix suivants. Le fût de Bloodvisor, la préparation supplémentaire, donc les relances, le pot de vin, le chef cuistot halfling, l'apothicaire, le cheerleader en intérim, et les coachs assistants. Ainsi que 3 champions par race. Morgentorg est commun aux 3, mais chaque équipe a 2 champions qui lui sont propres. Ici, Reaper Bolgroth et Varag Malshgul pour les orques noirs, et Griff Oberwald et Karla von Kiel pour la noblesse impériale. Et nous retrouvons Eldril et Roxana pour l'union elfique. Nous n'allons pas prendre de coup de pouce pour garder les 100 000 pièces d'or et déclencher 2 prieurs à Nuffle. Pour en savoir plus sur les prières et toutes les nouveautés de Blood Bowl 2020 par rapport à la saison 1, n'hésitez pas à aller voir les VOD de Micro Big Up sur la chaîne. Les prières sont donc les suivantes. Point d'acier. Un de vos joueurs sans le trait solitaire est disponible pour cette phase de jeu, gagne châtaigne plus 1 pour cette phase de jeu. Donc là on va devoir choisir le joueur à qui le donner. Admettons qu'on va donner à Stork Noir. Et Grincheux. Des 3 joueurs adverses qui n'ont pas le trait solitaire et disponibles pour cette phase de jeu, gagnent solitaire 2+, jusqu'à la fin de cette phase de jeu. Ceux-là sont définis aléatoirement. Puis le lancer de pièces, le toss. Et le vainqueur, en l'occurrence les Haverlands Earls, choisissent botter ou recevoir le ballon.
vont choisir de recevoir et d'attaquer. Maintenant, intéressons-nous un peu à l'interface. Dans les coins droite et gauche, on retrouve le nom des équipes, la réserve de temps, et évidemment le nom du coach qui joue l'équipe. Puis à côté, l'indicateur de tour pour chaque équipe, évidemment le score, la touche de fin de tour qui donne également le chrono dispo pendant le tour. En dessous, 5 zones d'indication. La première donne un détail sur la météo, donc vous voyez les différentes météos disponibles et celle qui a été tirée. À côté, ce sera l'événement de coup d'envoi, une fois que le coup d'envoi aura été donné. On voit ici le détail des prières à Nuffle, donc toutes celles qu'on pouvait tirer, et les deux en surbrillance, celles qui ont été tirées. Le terrain et potentiellement les bonus de terrain s'il y en a. Et le dernier onglet, qu'on suppose être celui des cartes, lorsque les cartes auront été implémentées. En bas à gauche, quelques raccourcis qui permettent différentes choses. La première, sur le L, permet d'accéder au journal, au log. On peut l'agrandir, le réduire ou le faire disparaître. Le second permet d'afficher ou non les zones de tacle, de tous les joueurs, des joueurs adverses ou de nos joueurs. Ensuite la grille, qui sur ce terrain censé représenter de l'astrogranite n'a pas vraiment de sens puisque les cases sont déjà représentées, mais qui est très marquée, voire trop marquée sur les autres terrains. La possibilité d'afficher les compétences est là un gros défaut à cette bêta, en espérant que cela change d'ici la sortie définitive du jeu. On peut afficher que toutes les compétences, nos compétences, ou les compétences des joueurs adverses. Mais on ne peut pas, à l'instar de Blood Bowl 2, choisir de n'afficher que celles qui ont été acquises. Cela donne une lisibilité horrible sur le terrain si on doit toutes les afficher pour ne pas rater les joueurs garde en face par exemple. Garde ou d'autres compétences bien évidemment. On peut le voir ici, toutes les compétences sur le terrain surchargent vraiment la visibilité et la jouabilité. Et si vous ne les affichez pas, quand vous jouez en 2 minutes par tour, c'est compliqué de perdre du temps pour aller vérifier à la souris chaque compétence sur chaque joueur. Et ça laisse certainement encore plus à la manette. Ensuite la caméra. Horrible pour une des deux, jouable pour l'autre. Rien de fou mais ça passe. La caméra sélectionnée par défaut se déplace au clavier ZQSD, ou à la souris et vers les bords de l'écran. Et vous pouvez pivoter la vue avec A et E. Cela permet pas mal de liberté, et il est possible de zoomer et dézoomer à la molette. C'est celle avec laquelle je joue pour le moment. La seconde option, celle qu'ils appellent le mode photo, elle est étrange. Elle est complètement libre. Z et S permettent de soit avancer, soit reculer, soit parfois monter et descendre. J'avoue que je n'ai pas encore tout compris. A et E pivotent très rapidement, et Q et D déplacent latéralement. Puis, en cliquant sur la molette, vous pouvez déplacer la caméra dans toutes les directions, ou du moins l'orienter. Assez cool, mais ce que je trouve insupportable, c'est que les directions sont complètement inversées, enfin selon mes habitudes, et que je n'arrive pas du tout à la diriger. Quand je veux monter, je descends, quand je veux aller à gauche, je vais à droite. Bref, peut-être un coup de main à prendre, mais je n'aime pas du tout. Après, vu le nom, on peut imaginer que ce mode serve surtout à aller chercher une prise de vue précise pour filmer des actions ou prendre des screenshots. X permet de passer directement à une vue 100% verticale, et de ne pas manquer par exemple un joueur caché par un ogre. Les joueurs habitués à Fumble pourraient apprécier, mais personnellement, ça me donne mal à la tête et une sensation de vertige. Et pour finir, V donne accès à une roue qui permettra de communiquer avec le coach adverse. Par exemple le taquiner, l'inciter, lui montrer son désespoir, ou célébrer. Tout ça à travers des animations de votre coach. J'adore l'idée. Par contre, pour le moment, sauf erreur, il n'y a pas de chat intégré au jeu. Alors évidemment, j'ai testé en ligne, puisque là, en local, ça n'a pas d'intérêt, et cela ne fonctionnait pas. Nous n'allons pas tester de match complet, mais je vais vous montrer quand même quelques tours de jeu pour que l'on puisse se familiariser avec l'interface. Nous allons donc nous placer rapidement. Fin de tour. Nous jouons donc la noblesse impériale. Nous plaçons. Alors, vous voyez comme il est compliqué de savoir quel joueur est qui, parce que là on a un lineman bloc, et pour afficher les compétences, il faudrait faire comme ça. Toutes les compétences, dont celles natives. On va se placer juste rapidement pour vous montrer à quoi cela peut ressembler. Nous sommes donc placés. Fin de tour pour déclencher le kick des orques noirs. Nous tirons Blitz. C'est parfait, cela va nous permettre de voir directement l'application de la nouvelle règle, à savoir déplacer D3 plus 3 joueurs démarqués. Ici, le jeu demande au joueur qui subit le blitz s'il veut utiliser sa compétence. Elle est bien indiquée, ce n'était pas forcément le cas au début de la bêta. On voit la question utiliser parade, point d'interrogation, et vous pouvez choisir d'utiliser la compétence ou non.
Je déplace un gobelin qui va faire une esquive. Et qui tombe, turnover. C'est au tour du joueur impérial de jouer. En bas de l'écran, vous voyez les 5 actions possibles par défaut, à savoir mouvement ou blocage, blitz, l'agression, la passe ou la transmission. Les règles de Blood Bowl imposent de déclarer son action avant de déplacer son joueur. C'est ce que le jeu nous incite à faire ici. Et après un petit temps d'adaptation, la navigation se fait assez correctement, via les 5 touches 1, 2, 3, 4, 5, et en validant avec espace. Bien sûr, vous n'êtes pas à l'abri de quelques misclics sur les premières utilisations, et cela devrait venir assez rapidement. Puis nous bloquons un 2D, une roue apparaît, vous allez pouvoir choisir le résultat du dé, puis de poursuivre ou de rester sur place. Cette roue de choix est assez récurrente, vous allez la voir sur les blocages, sur différentes actions, et c'est une habitude à prendre. Ce n'est pas forcément évident au début, la plupart des actions un peu spéciales se font via cette dernière, mais là encore, je pense qu'il va s'agir d'un petit temps d'adaptation avant que cela se fasse assez facilement. Ça montre encore une fois que le jeu a été pensé pour la console et adapté par la suite pour le PC, ce qui finalement n'est pas si désagréable que ça, puisque la manipulation dans les interfaces est plus facile de manière générale avec un clavier souris. Un autre exemple d'utilisation d'une compétence ici, je tente le ramassage avec le lanceur impérial, je rate mon jet, puis le jeu me propose d'utiliser la compétence pro qui fonctionne et qui me permet de relancer le jet pour faire un 3 et ramasser le ballon. Puis pour continuer à vous montrer des actions qui n'étaient pas possibles sur Blood Bowl 2, qui sont implémentées sur Blood Bowl 3 parce que dans les nouvelles règles, la possibilité d'enjamber un joueur à terre. On voit ici que j'ai la possibilité de cliquer sur un joueur à terre, lorsque je suis à côté de lui, de choisir l'action d'enjamber et les 3 cases qui me sont permises d'atteindre. Mon jet est réussi, mon joueur a réussi à enjamber ce joueur à terre. Un nouveau blocage. On poursuit. Le jet d'armure lancé sur le joueur à terre, qui ne passe pas. J'aime bien le fait que les dés soient lancés au-dessus des joueurs lors des actions, cela renforce le côté jeu de plateau, jeu de société. Le jeu me propose de tenter de relancer ce jet de cerf-volant avec une relance d'équipe, sachant que j'ai déjà utilisé une relance précédemment dans le tour. Là encore, il s'agit d'une nouvelle règle mise en place depuis la dernière édition qui ne limite maintenant plus un coach à n'utiliser qu'une seule relance d'équipe par tour. Il est toujours impossible de relancer plus d'une fois un même dé, mais vous pouvez relancer plusieurs jets successifs. Je clique en haut, fin de tour, et c'est alors que noir de jouer. Le but n'étant pas de faire un match complet, mais bel et bien de vous montrer quelques situations. On va passer le tour de l'orque noir. Ici nous allons tenter une passe. Passe réussie, mais la réception est ratée, malgré la relance de compétences. Nous allons donc refaire une passe au tour suivant pour vous montrer ça. Le lanceur impérial a la compétence qui lui permet de continuer à se déplacer après sa passe. Nous pouvons donc voir que nous avons réalisé la passe, que le receveur l'a attrapé et que le passeur peut continuer à se déplacer. Le receveur fait son mouvement à la suite. Nous allons faire fin de tour pour enchaîner. Et pour finir cette petite présentation, nous allons simplement marquer un touchdown avec notre blitzer impérial. Les animations ne sont pas encore tout au point. On a vu avant la passe qui arrivait dans les pieds, le joueur qui plonge, certaines fois vous marquez un touchdown, il lance la balle à terre et le ballon lui reste en main, ce genre de choses. Gageons que cela soit retravaillé et amélioré d'ici la sortie du jeu. Je pense que ces quelques actions en jeu vous ont permis de vous faire une idée de ce à quoi va ressembler Blood Bowl 3. Et pour conclure, je vous propose de terminer par un petit bilan qui, attention, n'engage que moi, et dans lequel je vais essayer de vous donner les points positifs que j'ai trouvés à cette bêta et ce que nous pouvons espérer du jeu d'ici les prochains mois, et les points négatifs, ou les axes d'amélioration, qui je l'espère seront corrigés et ou améliorés d'ici la sortie anticipée du jeu en septembre, et bien évidemment d'ici la sortie définitive au mois de février 2022. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais préciser que je ne parlerai pas des bugs qui pour moi aujourd'hui sont inhérents à ce stade de bêta et que je pars du principe que ces derniers seront réglés ou doivent être réglés pour une version définitive du jeu. Ceci étant dit, je vais répéter certaines choses que j'ai déjà dites dans cette vidéo. Il y a tout d'abord le style graphique et l'interface que je trouve vraiment sympa, vraiment agréable et qui dynamise ce jeu. Ça peut paraître bête, mais ça fait partie du plaisir qu'on va avoir à jouer à une sorte de simulation de sport américanisée dans un univers fantasy. La personnalisation des équipes et des joueurs, qui, même si actuellement cela ne peut pas se faire directement à la création des équipes et des personnages, semble vraiment très complète et très sympa. Évidemment, le fait que Blood Bowl 3
soit calqué sur les règles Blood Bowl 2020, avec les nouvelles règles que cela implique et les nouvelles équipes. Ce qui va relancer, redynamiser, redonner de l'intérêt à ce jeu, en mettant en place une sorte de nouvelle méta. Un nouveau jeu Blood Bowl veut aussi dire recréer une petite hype autour de ce jeu, en ligne, et pourquoi pas, comme cela a été le cas pour les 2 opus précédents, autour du jeu physique, du jeu de plateau. Même s'il s'agit d'un jeu de niche, la communauté francophone et évidemment dans d'autres pays est très active. Il y a des tournois tous les week-ends, et j'espère que ce jeu participera encore une fois à développer cette communauté. La lisibilité et l'utilisation de pas mal d'éléments. J'ai parlé notamment de la manière dont on pouvait visualiser nos différentes équipes dans les menus, ce genre de choses, qui était à mon sens très peu intuitif dans Blood Bowl 2 ou très lourd à l'utilisation. Je trouve que ça a été largement simplifié. Et pour finir, je parlerai d'une chose qui n'est pas forcément visible sur cette vidéo, mais dont on a pu se rendre compte en passant les 10 jours de bêta, c'est la réactivité de l'équipe de développement. Il y a eu 2 patchs, des choses importantes ont été patchées, ils ont été en tout cas a priori à l'écoute des retours des testeurs et de la communauté. Un document a été mis en place en ligne, il y avait possibilité de leur écrire sur le Discord officiel du jeu, ce genre de choses. Et quelques petites choses qu'ils ont pu patcher, d'ailleurs petites ou pas, ont été améliorées. Pour les points négatifs, là encore la liste ne sera pas exhaustive, le but c'est d'en regrouper quelques-unes et d'avoir une idée globale de ce que j'ai pensé du jeu. Pour commencer, j'ai mis en avant la lisibilité de pas mal d'éléments en points positifs, à l'inverse, la lisibilité en jeu, la couleur du terrain orc par exemple, avec les joueurs dessus, est infâme. Les roues d'action qui ne sont pas forcément très pratiques, très compréhensibles au début. Les compétences affichées qui le sont soit toutes, soit aucune. Pour moi c'est horrible. Un axe d'amélioration qui n'en sera peut-être pas un, mais qui est une question. Est-ce que les règles colleront parfaitement au jeu? Il y a différents éléments. Les puristes iront chercher la petite bête, jusqu'au fait que lorsque vous déclenchez un blitz, vous devez choisir la cible du blitz avant même de commencer à jouer. Si ce joueur a répulsion par exemple, cela peut annuler complètement votre action. Si ce joueur a passe rapide et possède le ballon, il peut s'en débarrasser au moment de l'annonce du blitz. Mais même sans aller jusqu'à là, il y a beaucoup de règles qui changent, beaucoup de règles qui évoluent, et on a envie pour un nouveau jeu que cela colle parfaitement aux règles du jeu plateau. L'ergonomie en jeu, on ne parle pas que de la lisibilité, mais on se rend compte que pas mal d'actions, pas mal de choses ne sont pas forcément intuitives, sont compliquées à appréhender au premier abord. Preuve en est même une page d'aide sur le site du jeu qui vous explique comment aller faire une passe, comment aller blitzer, comment aller agresser, comment sauter par-dessus un joueur, comment lancer un coéquipier, ce genre de choses, qui de but en blanc devraient être simples, qui l'étaient en tout cas dans Blood Bowl 2, et qui le sont moins maintenant, ou en tout cas qui sont moins intuitifs maintenant. C'est un axe d'amélioration sans en être un, puisque on s'habituera à ces choses-là. On prendra les mécaniques en main, mais ce qui m'inquiète, c'est que certains nouveaux joueurs qui ne connaissent pas forcément Blood Bowl, ou qui n'ont pas connu Blood Bowl 2, et qui n'auraient peut-être pas la patience d'insister, vont peut-être faire 1 ou 2 matchs, perdre des actions ou faire des erreurs parce qu'ils n'auront pas compris comment le faire. Par exemple, vomir sur un joueur, il faut savoir qu'il faut cliquer sur votre troll, puis rester appuyé avec un clic gauche sur le joueur adverse, et là, sur la roue d'action, vous allez avoir la possibilité de vomir sur ce joueur. Alors qu'initialement, on pourrait penser qu'il faut cliquer sur son propre joueur, de là déclencher le vomi, puis choisir sa cible. Ce sont des petites choses, mais c'est des choses qui peuvent poser problème, et pourquoi pas décourager des joueurs. Ensuite, on ne l'a pas vu dans cette vidéo, puisque j'ai essayé de couper au maximum pour rendre la vidéo un peu dynamique, mais pendant cette bêta, les temps de chargement étaient très longs, dans les menus principalement. Une fois en match, ça allait très bien, mais dans les menus, ouvrir une page d'équipe pouvait être très long, ouvrir la fiche d'un joueur pouvait être longue. J'espère que ce n'est que parce qu'aujourd'hui tout est en ligne et sur des serveurs qui sont dédiés à la bêta, qui n'étaient pas forcément opérationnels de manière suffisante pour supporter l'activité qu'il y a eu, et qu'une fois la pré-release en septembre, ces soucis n'en seront plus. Un autre point, la création et la gestion des équipes. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font facilement et qui sont assez intuitives, d'autres moins. Je trouve que c'est lourd de créer une équipe, c'est gênant de ne pas pouvoir changer l'apparence ou le nom de ses joueurs pendant la création de l'équipe directement. Des petites choses qui sont facilement améliorables je pense, et qui rendraient moins contraignante la personnalisation de son équipe. Et pour terminer, un point qui n'est pas vraiment un pour moi, puisque je n'ai jamais joué contre l'IA, mais des joueurs qui vont peut-être se mettre au jeu avec Blood Bowl 3, ou des joueurs qui aujourd'hui ne jouent que contre l'IA, doivent savoir que l'intelligence artificielle a un niveau... Alors, c'était déjà le cas sur Blood Bowl 1 et 2, mais en tout cas sur Blood Bowl 3 on est sur la même lignée, à un niveau qui est catastrophique. Les actions sont complètement irréfléchies, et c'est ce genre de choses qui font que vous n'apprenez pas à jouer à Blood Bowl contre l'IA, et beaucoup de joueurs qui finissent par gagner contre l'IA parce que le niveau est faible, arrivent en ligue privée ou en ligue open, et se retrouvent à se faire rouler dessus par des joueurs forcément plus expérimentés qu'eux. Et là encore, on risque de décourager des joueurs. Perdre 3, 4, 5, 10 matchs de suite n'a vraiment rien de motivant, et Blood Bowl au départ est déjà un jeu frustrant, de par ses lancers de dés, de par sa gestion des probabilités, qui implique qu'on peut échouer quel que soit le jet de dés. Alors si l'on peut éviter de se rajouter une frustration supplémentaire, du simplement au fait que l'on a pris de mauvaises habitudes contre l'intelligence artificielle, ça serait vraiment sympa. Pour ma part, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme je l'évoquais en introduction, c'est la première fois que j'essaie de faire une vidéo sur ce format-là. J'espère que le montage est donc
le visionnage et l'écoute de cette vidéo auraient été agréables pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. N'hésitez encore moins à venir me dire bonjour sur Twitch ou sur le Discord. Et je vous dis à très bientôt. J'ai quelques idées en tête, idées qui devraient pouvoir voir le jour d'ici le mois de septembre, ou en tout cas peu de temps après la sortie du jeu. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon été, prenez soin de vous, et à très bientôt.